Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut la Freediving Family, c'est Juju. J'espère que vous allez bien, que le bonheur marche à vos côtés et que vous réalisez vos rêves d'apnée. J'espère que la FF vous fait voyager et vous apporte de nouvelles connaissances en apnée et qu'elle vous offre aussi de belles anecdotes à conter à vos copains de club. J'espère que vous attendez chaque dimanche avec impatience les nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec mon jeune pote Mika Picard qui nous vient tout droit de Savoie, mais vit à Dahab. Il fait partie du fer de lance pédagogique de Touchdown, The School pour les Deep Freedivers. Mika, c'est un jeune homme de 27 ans qui depuis 1 an et demi travaille en tant que coach aux côtés de Gus, le fondateur charismatique de Touchdown. Et d'ailleurs, Gus, c'est un homme qui plonge à plus de 100 mètres. Si vous vous renseignez, vous verrez que c'est un Deep Freediver. Bref, avec Mika, nous allons parler technique de breathing, d'hyperventilation au cœur du protocole de relaxation ventilatoire, de stretching spécifique pour le deep, de squeeze et ses solutions techniques. Nous parlons de cas précis de freediver que Mika a rencontré au sein de Touchdown et auquel il a su apporter des réponses techniques pour avancer et qu'il puisse progresser. Mika, il a la voix calme, posée. Je le vois un peu comme un moine bouddhiste moderne qui vit sur les rives de la mer Rouge. C'est un jeune homme discret, humble, travailleur, que j'apprécie très particulièrement, même si je ne passe pas assez de temps avec lui. Il revient sur ses galères techniques et sur sa progression. C'est un jeune homme qui plongeait à 50 mètres et qui aujourd'hui peut atteindre 72 mètres de profondeur. Hop. Oublie pas de faire comme Mika. Note 5 étoiles le podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, où tu veux, même dans la rue, crie-le que la FF, ça vaut 5 stars. Pense à t'abonner, invite ta grand-mère, même si elle a peur de l'eau, ou de plus rien du tout, parce qu'elle nous salue de là-haut. Invite tous tes potes de club, et bien entendu, si tu es fortuné, n'hésite pas à devenir tipeur, pour que je puisse mettre un peu de beurre dans les épinards. Bref, laissons place à Mika Picard, le jeune Frenchie du Blue Hole, le disciple du maître Gus Crevenas. Yalla bina. Salut Mika. Salut Julien. Et bienvenue à la Turtle House pour ce petit épisode de la Freediving Family. Ben ouais, avec plaisir, c'est cool d'être là. Et ouais, j'ai jamais fait de podcast, donc ça va être le premier, donc on va se régaler. Et ouais, premier podcast parce que je crois que t'es jeune, je crois que t'as 25 ans. Non, 26, et là je vais même sur mes 27 en décembre. Je suis plus si jeune que ça. 26 et demi. 26 et demi. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes, Mika, ton métier, là d'où tu viens, ta formation? Ouais, carrément. Du coup, moi je travaille à Touchdown, donc en Égypte. Je suis coach, je suis pas vraiment instructeur, donc on peut en revenir là-dessus. Mais je suis coach d'apnée donc à Touchdown en Égypte, donc c'est une école ici à Dahab. Et du coup, moi je viens de Savoie. Je viens d'Essésy, donc une station de ski en Savoie. Et ouais, ça fait 2 ans que je suis ici. Maintenant, 2 ans que je fais ça. Donc 2 ans à Touchdown. Ouais. Donc Touchdown, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pour moi, au niveau mondial, une des meilleures écoles pour les deep freedivers, spécialisées pour les profondistes. Il y a plein d'écoles très bien dans le monde, mais Touchdown, c'est quand même une référence. Et est-ce que tu as découvert l'apnée à Dahab et tout de suite tu as commencé à travailler avec Gus de Touchdown, ou tu avais commencé l'apnée en France? Non, j'avais commencé l'apnée. Ça fait un petit bout de temps en fait que j'ai commencé. J'ai commencé en 2018, donc j'avais découvert en Thaïlande, à Koh Tao. À Koh Tao, ouais. Du coup, c'était l'école de Monsieur 10 minutes. Je sais plus exactement. Florian Dagouri. Ouais.
Donc c'était là-bas, j'avais fait mon SSI niveau 1. Donc ça, c'était pendant que je faisais mes études. Donc c'était en 2018 et j'ai fini mes études. Donc après ça, j'avais pas replongé. J'ai fini mes études en 2021. Et là, en fait, pendant mes études, j'avais grave économisé. C'était resté dans ma tête. Et du coup, j'ai fait un trip de 3 mois en Dominique. C'était pendant le Covid. Et du coup, pendant 3 mois, j'avais plongé à fond, à fond, à fond. Et tu plongeais à Deep Dominica? Ouais. Et j'avais plongé justement avec un instructeur français, Jimmy Janto. Ah, Jimmy Chanteau, ouais, Ouais. qui fait partie de l'équipe de Thibaut Guinness à Camotes, Mhm. qui plonge à 100 mètres et plus, je crois bien. Ouais, il plongeait déjà à 100 mètres quand je l'avais rencontré pour la Gros première niveau, fois. Gros niveau. Et puis, je me souviens, j'avais une belle expérience. C'était super sympa. Là-bas, c'était vraiment top. Euh, et du coup, après ça, j'étais rentré en France. J'avais continué mon boulot. Et tu Euh, bossais dans quoi? Justement, avant, j'étais ingénieur en microélectronique. Donc, pas grand-chose à voir. Ouais. Et ensuite, je me souviens, du coup, j'avais trouvé un métier à Nice. Et c'est là qu'on s'était rencontrés pour la première fois, parce que j'avais été faire quelques sessions au SIPA. Donc, je m'étais entraîné un certain temps au SIPA, à Nice. Donc, ça, c'était quand je revenais de Dominique. Et après ça, du coup, j'ai été travailler donc 1 an aux États-Unis. Ah, t'as Et bossé 1 an aux États-Unis? ouais, j'avais fait un VIE. Ok. Donc, c'est une sorte de stage rémunéré à l'étranger. Ouais. Volontaire Ouais, international, c'est ça. administratif. Ouais, en Ouais, administration. je me souviens plus exactement. Économique. Ouais, Volontaire international économique, ouais. Donc j'avais fait ça. Et en revenant, justement, je m'étais booké 1 mois d'entraînement à Touchdown. Et du coup, je suis allé m'entraîner avec Gus. Et en fait, ça m'a complètement ouvert les yeux. J'ai redécouvert l'apnée. C'était super émotionnel. J'ai trop kiffé. Et pareil, on a une bonne connexion avec Gus, avec Maxime aussi qui travaillait là-bas. Donc je leur ai dit, écoute, moi, ça me ferait kiffer de venir travailler avec vous. Du coup, ils m'ont dit, bah ouais, nous carrément, ça nous va, tu peux venir quand tu veux. Et du coup, j'ai dû rentrer en France, poser ma démission. Du coup, il y avait un délai de 3 mois. Ils devaient être contents, les parents, là. Ouais, les parents, en vrai, non, ils ont été, on va dire, plutôt, ben, comment on peut dire ça? Ils te supportaient? Ouais, supportive, ouais, Mm. exactement. T'ont Dans le soutenu, sens quoi. où, ouais, voilà, ils m'ont soutenu. Pour eux, ça avait pas. Enfin, c'est sûr, ma mère elle était là en mode, ah ouais, mais t'es bien quand même, ingénieur, t'es sûr, t'es sûr. Bah ouais. Donc, j'y avais bien pensé. Mais ouais, du coup, c'est devenu comme ça. Et au final, après, donc ça, c'était en septembre que j'étais venu m'entraîner. Et j'ai commencé à travailler en janvier. Donc, tu sors de ton école d'ingénieur, tu bosses un peu en France, tu bosses aux États-Unis, tu t'entraînes à Deep Dominica, un peu aussi pas à Nice, d'ailleurs c'est là où Ouais. on s'est rencontrés. Tu vas à Touchdown et là tu plaques tout et tu vas travailler avec Gus Cravenas qui vient de Lituanie Ouais, c'est ça. et qui plonge à plus de 100 mètres. Ouais, il plonge à plus de 100 mètres. Et Et, après, c'est surtout un grand coach. En fait, c'est le truc qui m'a fait kiffer chez Gus. C'est que oui, il plonge à plus de 100 mètres, mais la plupart de son temps, contrairement à beaucoup d'athlètes, il passe son temps à coacher. C'est-à-dire qu'il s'entraîne que très peu chaque année. Généralement, il prend quand même 2-3 mois pour s'entraîner, pour aller en profondeur, mais le reste du temps, il est toujours dans l'eau, à coacher. Et du coup, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est, on va dire, une sorte de modèle, un truc que j'aimerais bien accomplir, en fait. être un athlète, Ouais. mais un coach avant tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, pour moi, je considère que tu es un jeune homme, Mhm. 26 ans, tu vas sur tes 27. Je suis convaincu que tu es plus compétent que 70%, voire 90% de tous les instructeurs en France. Parce que l'école Touchdown, c'est quand même quelque chose. Ça fait plus d'1 an que tu travailles pour eux. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris avec Gus? Que ça soit sur les techniques de respiration, sur le breathing work, sur la safety, sur les techniques de compensation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes parmi les top schools pour la profondeur? Je dirais. Donc, ouais, en fait, c'est un peu dur de dire ce que j'ai appris vraiment. Parce que, en fait, ouais, là, ça fait 1 an et demi. Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Et il faut se dire que les 8 premiers mois, non-stop, en fait, j'étais 2 jours dans l'eau, 1 jour en dry. Donc, en dry, je faisais toujours du yoga et de l'IQ. Donc, en fait, j'ai fait 8 mois non-stop d'apnée. Donc, en fait, au tout début, je vivais avec Gus, donc on vivait dans le même appart. Wow, t'étais en couple avec Gus. Ouais, j'étais en couple avec Gus. Donc pendant 1 an, on a vécu ensemble. Et en fait, pareil, dans l'eau,
Je le suivais en fait, il avait ses étudiants. Moi, je faisais de la safety à côté. Et en fait, je regardais ce qu'il disait, je lui posais des questions, etc. Pendant 8 mois environ. Après, en fait, petit à petit. T'étais en stage en fait. Ouais, c'était ça, j'étais en stage et il me donnait des tâches. Genre, tiens, lui, il a ça, est-ce que tu peux lui apprendre ça? Ou tu vois, c'est pareil avec la compensation, la même chose. Ensuite, il m'a dit, ah tiens, guide la session de respiration, ah, guide la session de yoga. Et en fait, petit à petit, il m'a ajouté, c'était super pour moi, il m'a ajouté des tâches petit à petit. Et en fait, ouais, bon, ça a pris, on va dire, 8 mois avant que je commence vraiment à enseigner, à avoir mes propres clients. Sinon, en fait, je faisais juste au début beaucoup d'observations, je m'entraînais aussi pour moi, pas en profondeur, mais niveau compensation et tout ça, niveau respiration. Donc ouais, j'ai appris énormément. Je crois que tu m'as demandé, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Bah, qu'est-ce que tu as appris sur la sécurité, la compensation Parce que Touchdown, c'est une école qui est très technique, qui est très précise, qui est énormément dans le détail. Est-ce que tu pourrais nous partager des choses techniques qui sortent un peu de l'ordinaire, qui est loin du basique? Ouais, ben, en fait, si tu veux, c'est plein de petits détails. Et justement, bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, justement, le diable se cache dans les détails, tu sais. Et ce qu'on voit, justement, c'est que bah, nous, où on est très fort, et t'avais dit au début, justement, que ça s'appliquait plus aux gens qui vont assez profond. Mais moi, j'aurais rêvé de commencer à touchdown, dans le sens où ça m'aurait évité de faire plein d'erreurs. Après, c'est des erreurs qui m'ont fait avancer. Mais en fait, on a beaucoup de débutants. Et si tu veux, là où on est très fort, c'est pour faire les bases, en fait. Juste enseigner les bases de la respiration, les bases de la compensation. Et en fait, on fait la technique. Du coup, si tu veux, on fait tellement. On peut en parler plus Ouais. tard, à la limite du rythme de l'école. Moi, Mais c'est en une de mes fait, questions, c'est vraiment quelle approche en fait vous avez avec les élèves, parce que quand je vous regarde ou quand je discute avec Quentin qui était mon ancien coaché qui maintenant est avec vous parce qu'il va ouais, vraiment trop profond pour moi, vous faites beaucoup de volume, oui, vous faites énormément de travail à sec et de compensation. ouais, Je voulais savoir, par exemple, imagine je viens avec Touchdown pendant ouais, 3 semaines, c'est ouais. quoi votre approche? Ok, en fait, c'est assez simple. On a toujours un peu la même approche. C'est-à-dire qu'au début, on va te garder, donc pas très profond. On va rester entre. Bah, par exemple, tu vois, généralement, moi, je garde les gens entre 30 et. Par exemple, imaginons que là, je sais pas à combien tu plonges, peut-être. Mon PB, moi, c'est 64. Ouais, tu vois, voilà, en fait, si tu venais avec nous, imaginons 3 semaines. Imaginons, tu viens 3 semaines. La première semaine et demie, on va rester dans les 30-40 mètres maximum. Et en fait, on va venir corriger tous les petits détails. Donc, on va venir créer, si tu veux, ce qu'on appelle un système, où on va venir regarder ta respiration, regarder ta technique. On va commencer à travailler sur la compensation. Et en fait, on va beaucoup, beaucoup travailler sur la relaxation. Donc, beaucoup de hang, des slow dives, tout ça. Et donc, on va rester assez peu profond, en fait, pendant un certain temps, pour justement faire du volume et créer en fait beaucoup d'automatismes pour que quand tu plonges profond, tu n'aies plus à penser à tous ces trucs et tu puisses être vraiment concentré sur les petits détails, que tu puisses être vraiment relâché. Et en fait, du coup, à partir du milieu, on va dire, imaginons si tu t'entraînes 3 semaines, donc la deuxième semaine, on va commencer à s'approcher petit à petit de ton PB en faisant des drills qui permettent d'aller un tout petit peu plus profond. Par exemple, une charge main en fil à 5 mètres, que tu essaies d'emmener le plus profond, ou une charge à 10 mètres, c'est d'emmener le plus profond. Donc ces drills-là, ils vont être vachement utiles pour commencer à avoir de la profondeur sans s'en rendre vraiment compte. Et ensuite, quand on voit que tout est en place, que la technique, la respiration, la compensation, tout est bien, quand on sent que la personne est prête, Ouais, les qu'elle feux est bien verts. relâchée, ouais, que tous les feux sont verts, et ben boum, on lâche la ligne. Et en fait, tu verras que c'est assez impressionnant. En fonction des personnes, sur une session, tu peux mettre 5-7 mètres de profondeur en plus. C'est pour ça qu'en fait, bien souvent, les gens, des fois, sont inquiets quand ils viennent s'entraîner, dans le sens où ils sont là en mode ah ouais, mais on va pas profond, là, ça va être chaud avant la fin avant que je parte et tout. Et en fait, à la toute fin, boum, 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 on Ouais. les envoie très profond. C'est ce que Quentin racontait. Au début, il plongeait pas profond et à la fin, il a fait 60, 64, 68, 70, 72, 75. Ouais, c'est ça. Bah là, récemment, j'ai eu un super exemple. Ben, là, c'était il y a quelques semaines. J'ai eu un gars qui plongeait donc à 40 mètres.
et il plongeait en Frenzel. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas fait 40 mètres, donc il avait du mal à faire ça. Et il est venu avec moi 3 semaines. Donc la première semaine, on est resté dans les 20 mètres. On est resté à 20 mètres. On a fait beaucoup de overweight, underweight, de techniques, des slow dive, des hang. On a vraiment bien construit le système, du stretching. Et ensuite, quand tout était ouvert, on a commencé à envoyer de la profondeur. Et donc on a emmené, on faisait des jumps de 5 à 7 mètres par jour. Wow. Et au final, on a envoyé à 65 en friendzone, hein. Donc, Frenzel sans main ouais, de fil. ouais, sans main fil. Wow. Je lui ai quand même appris le main fil. Il pouvait le faire en main fil. Mais on a continué en friendzone parce qu'on avait un système en friendzone et ça allait bien pour l'instant. Wow. Donc de 40 à 65. Incroyable. Ouais, et en fait, tout est arrivé donc vraiment dans les dernières sessions, dans les 4-5 dernières sessions qu'on a fait ensemble. Boum, boum, boum. Et juste avant, en fait, c'est beaucoup de travail où on corrige vraiment tous les petits détails qui font que, quoi. Et c'est quoi les détails un peu de base que vous corrigez en général? Premièrement, la respiration. Ça, c'est, on va dire, le premier truc que j'enseigne. Donc Donc, quand j'ai quelqu'un... la relaxation, les techniques de relaxation. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, nous, on enseigne 3 techniques de respiration. Les ventilations, donc, qui permettent d'enlever le CO2 dans le corps. Donc de une diminuer forme le d'hyperventilation. CO2. Ouais, c'est totalement de l'hyperventilation. Ensuite, on a le belly breathing, donc respiration ventrale, classique. Et ensuite, on a le wave breathing, donc c'est respiration ventrale plus un peu le torse. Et en fait, sur chacune de ces techniques, on ajoute en fait des points d'observation qui permettent aux gens justement d'avoir des détails sur lesquels se concentrer au moment où ils respirent. Et en fait, c'est un pilier de la relaxation, hein. Pour avoir une bonne relaxation, il faut être dans le moment présent. Donc, c'est-à-dire avoir l'esprit qui se concentre sur le moment, sur des petits détails. Il faut activer le nerf vagal, donc voilà. Système parasympathique, Ouais, le nerf vague. Ouais. Et ensuite, il faut augmenter un peu le niveau de CO2 pour bien oxygéner les cellules. Et, Augmenter le niveau de CO2? Ouais. Faire monter le niveau de CO2? Oui, ouais, durant la préparation. En fait, quand le niveau de CO2 augmente, si tu veux, les veines se dilatent. Ok. Ça permet de bien oxygéner les muscles. Et surtout, en fait, avec avoir un peu plus de CO2, ça te permet d'être un peu plus relâché. Donc pour avoir un peu plus de CO2, tu fais pendant le protocole de relaxation ventilatoire, tu intègres des apnées? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui se fait naturellement avec la respiration. Tu sais, ça dépend en fait du ratio de ta respiration. Donc, par exemple, si tu respires pendant... Imaginons que tu fais de la respiration ventrale. Ouais, généralement, nous, ce qu'on enseigne, c'est une inspi qui est assez facile. Ouais. Et ensuite, on relâche tout doucement le diaphragme. Et du coup, en fait, le fait d'avoir une expiration qui est beaucoup plus longue que l'inspiration, automatiquement, ça augmente un petit peu le taux de CO2. Ok, Et oui. à la toute fin, parce que des fois, c'est pas super Enfin, t'as pas les meilleures sensations, t'es pas le plus relâché à la toute fin. Si tu commences ta plongée avec un niveau élevé, on ajoute des ventilations qui permettent justement de diminuer le CO2, quoi. Ok. Donc, d'être bien relâché. Ok, cool. Donc, Touchdown, vous êtes beaucoup au Blue Hole, principalement que au Blue Hole d'ailleurs. Ouais. Et après, vous avez une super base et vous faites beaucoup de drills, d'exercices de compensation avec de l'auto-vent, du yoga. Si tu devais dire à un élève qui veut faire de la profondeur, ce serait quoi les 3 stretchings obligatoires? Les 3 stretchings obligatoires. Nous, ce qu'on fait beaucoup, en fait, on fait ça tout le temps, donc on le fait en dry et avant d'aller dans l'eau. C'est du breathwork où on vient faire des Uddiyana. Donc, je sais pas comment on appelle ça en Uddiyana français. Bandha, c'est expirer pour remonter le diaphragme à l'intérieur du corps, pour augmenter le volume résiduel et ne pas se sentir écrasé par la pression hydrostatique, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on fait vachement de travail donc, en expiration. Donc ce qu'on appelle pulling the diaphragm. On tire le diaphragme vers le haut, donc on ouvre les côtes et le diaphragme, avec le vide dans les poumons, va remonter. Et inversement, on pousse le diaphragme vers le bas. Et du coup, en fait, c'est le torse, la cage thoracique qui va redescendre. On fait beaucoup d'exercices comme ça. Ça, on va dire, c'est vraiment les bases. Ça permet d'avoir une bonne compréhension de la position du diaphragme, arriver à bien lâcher les abdos, à avoir une bonne mobilité au niveau de la respiration. Donc on va dire que ça c'est très très important. C'est intéressant que tu rajoutes, parce que beaucoup de freedivers font l'Uddiyana Bandha mais ne pensent pas à aller dans le sens inverse. Alors que l'espace, on doit gagner à l'intérieur mais aussi vers l'extérieur. Ouais, exactement. Et c'est surtout, pour moi par exemple, en fait tu as différents types de corps.
Et en fait, c'est très important d'avoir le haut dhyana, mais par exemple, euh, tu vois, j'ai un collègue, donc Maxime, il plonge à 105 mètres, donc c'est quand même un très très deep diver. Mais tu regardes son haut dhyana, en fait, il n'arrive pas à faire monter son diaphragme très très haut. Ouais, Tu je veux, suis dans ce club-là. et ben, tu vois, justement, donc dans ce cas-là, euh, où on va venir chercher de l'adaptation, ça va être au niveau des côtes et au niveau du torse. Et en fait, par exemple, pour moi, je suis aussi dans ce cas-là, c'est-à-dire que mon diaphragme, il monte pas tellement haut. Pour l'instant, ça va venir avec le temps. Mais par contre, du coup, je m'entraîne beaucoup à faire venir le torse vers le bas et à faire en sorte que mes côtes puissent rentrer. Et du coup, en fait, en travaillant tous ces axes-là, parce que la mobilité respiratoire, ça vient pas juste du diaphragme, hein, ça vient vraiment aussi Les des intercostaux, intercostaux et de cette partie-là. Et du partie coup, du haut du thorax. ouais, ouais, pardon, c'est vrai que je montre, on le voit pas. Donc le haut du thorax, exactement. Et donc c'est des exos qui sont extrêmement, extrêmement importants. Donc ceux-là, on les fait tout le temps avant d'aller dans l'eau. Donc, expirer, retirer le diaphragme, donc ce qu'on appelle l'Uddiyana Bandha Ouais. en yoga. Et puis sinon, remplir bien les poumons, gonfler le ventre et le pousser vers le Ouais, plus bas possible. donc ça, en fait, là tu distingues deux exos, mais il y en a un qui est donc sans l'air, donc là où on expire totalement, Ok. et avec l'air. Donc tu peux faire on fait aussi beaucoup de Uddiyana avec une grosse inspiration. Ça c'est aussi très important. Donc avec une inspiration, on fait aussi le Uddiyana, on pousse le ventre aussi à l'extérieur. Ben, quand on dit qu'on pousse le ventre, on va dire on vient pousser le diaphragme vers le bas, et le fait de relâcher les abdos, ça laisse les organes internes sortir. Mais par contre, celui-là, c'est très important de le faire aussi en expirant. C'est-à-dire, on va venir créer le vide dans les poumons, et ensuite on pousse le diaphragme vers le bas, et en fait, ça va venir... Tirer en fait à ça va l'intérieur faire tirer le du thorax haut vers du thorax. l'intérieur. Ok, ouais. Exactement. Et bah ça, c'est quelque chose que je fais pas, tu vois. Et celui-là, ouais, c'est pour moi, je sais que dans mon cas, c'est très très important, et c'est ce qu'on voit généralement. Par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un qui va venir s'entraîner avec moi, on va dire la première chose qu'on va faire, c'est que je vais lui faire une session de respiration et je vais voir comment ses muscles respiratoires vont bouger. Et en fait, tu vas voir où est sa mobilité respiratoire. Ça va être peut-être dans les côtes, au niveau du diaphragme, ou alors dans la partie haute. Et en fait, tu vois, je vais venir un peu toucher, voir si c'est mou à certains endroits, si c'est dur. Et donc c'est là, en fait, que tu vas pouvoir ajuster pour quelle personne, quel stretch, ça va être intéressant de C'est faire. spécifique parce qu'on Ouais, est tous exactement. différents. En fait, c'est ça aussi à Touchdown, c'est que on n'a pas vraiment de... Enfin, on a une méthode, mais si tu veux, on ne fait pas, par exemple, des certifications AIDA et tout, donc on n'a pas vraiment... nous, notre objectif, c'est que la personne, elle puisse plonger, donc on va adapter vraiment la technique à son corps, en fait. Du coup, par exemple, moi, si je vois qu'il y a quelqu'un qui a vraiment très peu de mobilité thoracique, ben, on va venir faire plus de stretch là-dessus, ou tu vois, on va venir jouer sur des détails qui vont aider la personne, en fait. Donc c'est vraiment, comment dire, adapté à la personne. Ouais, en ouais, fait. c'est adapté. Ouais. Mhm. Donc ça, c'était pour les stretching. Et pour tout ce qui est compensation, ce qui consiste à envoyer de l'air dans l'oreille moyenne pour compenser le tympan et ne pas se blesser, ça serait quoi les 2-3 conseils de base que tu dois souvent réapporter aux élèves qui veulent aller profond? Ouais, et ben le conseil de base, c'est de vraiment travailler les basiques. C'est de travailler les basiques. On a beaucoup de gens qui viennent, par exemple, et qui font déjà du marfil. Et du coup, on leur fait faire des exos. Par exemple, un exercice de base, c'est par exemple, de sortir la langue, de la re-rentrer. Ou alors de pousser la langue vers le haut et de la redescendre. Tu vois, c'est des exercices qui sont très simples de contrôle de la langue, par exemple. Mobilité de la langue, ouais. Ouais, mobilité de la langue. Et ça, c'est des choses que, par exemple, beaucoup de monde ne fait pas. Et surtout, la langue, c'est pas naturel de faire ces mouvements-là. Et si tu C'est veux... pour ça qu'on voit tout le temps tirer la langue, alors. Ouais. Ah bah, si tu viens à Touchdown, tu vas avoir des situations assez drôles, tu vois. Donc- Mais du coup, ouais, c'est vraiment de travailler sur les bases. Par exemple, il y a un gars qui plonge à 60. Il plongeait à 60, ça faisait 15 ans qu'il faisait de l'apnée. Et il vient me voir et il voulait apprendre le marfil. Et du coup, on commence toujours par un diagnostic. Donc je regarde, en fait, si tu veux, nous on sépare un petit peu chaque partie d'air. Donc par exemple, tu vois, tu as les poumons qui sont séparés, du coup tu as les cordes vocales qui séparent. La Ensuite, glotte qui est fermée. ouais, c'est ça. Ensuite, après, tu as le palais mou, la langue, les lèvres, etc. Donc on regarde chaque porte, en fait, entre les espaces d'air. Et on va venir apprendre à les contrôler. Et du coup, la première chose qu'on fait, généralement, on fait une sorte de diagnostic.
Par exemple, je prends une personne et je vais lui faire quelques exos basiques pour voir est-ce qu'il a le contrôle de certaines parties de Est-ce de qu'il sa peut bouche. ouvrir le voile du palais? Ouais, exactement. Est-ce qu'il peut ouvrir, fermer la glotte? Mhm. Ok. Ouais, exactement. Donc, et tu vois, le gars voulait apprendre le marfil et il faisait du friendzone. Donc, il arrivait quand même à aller assez profond, à 60 mètres. Et en fait, il arrivait à faire aucun des exercices. Et même les exercices basiques où on vient lever la langue, etc. Et donc, en fait, en voyant ça, on a compris qu'il avait vraiment du mal à faire du friendzone déjà de base. Ouais. Donc, au lieu de lui apprendre le morphile, j'ai juste peaufiné son friendzone. Et je lui ai appris tous ces exos de base pour apprendre à bien comprimer l'air. Et juste comme ça, en fait, il a progressé énormément. Et là, d'ailleurs, il va revenir. Et là, pour le coup, on pourra apprendre le morphile. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que, en fait, si tu n'as pas des bases solides, justement des trucs basiques, par exemple de contrôle de la langue, tu vas voir que dans le morphile, dans beaucoup des cas, ce qui va poser de problème, par exemple, ça va être la langue qui monte, Ouais. et ça va créer du leaking, des machins comme ça. Mm. Donc au final, Alors, si on devait un peu vulgariser, Oui. en compensation, on fait du Valsalva. Enfin, les plongeurs bouteilles, par exemple, on dit qu'ils vont faire du Valsalva, ils vont comprimer, contracter les abdos pour mettre de la pression sur les poumons, la glotte ouverte, voile du palais ouvert, l'air passe dans le nez, dans les trompes de Stache avec les péristaphylins qui s'ouvrent, hop, ça va dans l'oreille. Mais nous, on veut pas faire ça. On fait du Frenzel, c'est-à-dire qu'on a la glotte fermée, on ne touche pas à l'air dans les poumons, on comprime l'air, non pas avec les abdos, mais avec la langue, en T, en K ou en H, peu importe. L'air remonte via le voile du palais, va dans le nez, va dans les trompes de Stache et dans l'oreille moyenne. Et ces fameuses techniques de pression d'air, c'est pour ça que tu parlais de langue, parce qu'on peut avoir la langue en T, en K, en H, il y a différentes positions selon si on a plus ou moins de volume d'air dans la bouche. Et puis après, on a le fameux Frenzel Fata, qu'on appelle le mouthfeel, qui consiste à remplir la bouche d'air et à utiliser uniquement cet air sans recharger pour compenser. Ouais, exactement, c'est ça. Et du coup, en fait, on n'a pas de technique privilégiée, c'est-à-dire que nous, on va vraiment se concentrer sur les basiques, la langue. Bien sûr, après, on essaye toujours de travailler, même sur quelqu'un qui travaille le morphile. Donc le morphile, c'est ce que tu disais, c'est quand on vient mettre de l'air dans la bouche et ensuite on garde les cordes vocales fermées. Exactement. Si vous allez au Blue Hole, vous allez entendre, si vous allez sous l'eau, vous allez entendre ce bruit tout le temps. C'est pas les dauphins, c'est les freedivers. Exactement. Donc ouais, en fait, travailler le Frenzel, donc ça permet justement de bien travailler la langue, de bien travailler le contrôle du palais mou et tout. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de meilleure technique ou de moins bonne technique, c'est juste Du sur-mesure. Ouais, exactement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que en fait, par exemple, moi, c'est un truc que je dis tout le temps. Peu importe ce que la personne fait dans l'eau, je m'en fous un peu. L'important, c'est qu'elle sache ce qu'elle fait et qu'elle ait le contrôle, en fait, qu'elle puisse le répliquer. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent compenser, mais un coup ça a marché, un coup ça n'a pas marché. Moi, ça, justement, on n'en veut pas. On veut quelque chose qui se réplique facilement, tu vois. Et donc, pour ça, on travaille la sensibilité et le contrôle. Tu vois, si quelqu'un arrive à bien contrôler ses joues, à bien contrôler sa mâchoire, sa langue, son palais mou, ses cordes vocales, normalement, il n'y aura pas de souci. Il pourra faire ce qui lui chante dans l'eau, en fait. Il pourra faire du Frenzel, il pourra faire du morphile, peu importe, il y a différentes techniques de morphile, il pourra utiliser la technique qu'il veut. Ça, c'est pas vraiment important. C'est vraiment adapté à lui, ce qui va être plus, on va dire, relâchant pour lui, tout simplement. Là, j'avais une question qui était un petit peu plus personnelle. Ouais. Alors, quand des fois je plonge au-delà de 55, je fais mon mouthfeel. Après ma plongée, souvent 15-20 minutes après, boum, je peux avoir des crachats sanguinolents. Ouais. Un sang bien rouge, c'est pas mousseux, c'est pas rosâtre, comme on pourrait croire si c'était un œdème pulmonaire d'immersion. Je pense que ça vient de la trachée, ou c'est peut-être des suçons dans les bronches, j'en sais rien, en vrai, je peux faire des hypothèses. Mais ça vient gâcher mes apnées. Est-ce que c'est un cas commun chez vos élèves qui vont profond à touchdown? Et quel remède vous avez pour éviter d'avoir ces blessures et ces fameux crachats de sang qu'on peut avoir en profondeur lorsqu'on se foire sur la technique? Ouais, les squeezes, oui, c'est un problème qui est très très commun. Moi, le premier, j'en ai eu pas mal. Je suis assez. C'est quelque chose. En fait, quand j'avais commencé en Dominique, tout allait bien pour moi en apnée jusqu'à ce que j'ai mon premier squeeze. Après, je suis devenu un peu parano. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais allé m'entraîner au SIPA, à l'époque, je savais vraiment pas comment m'entraîner.
Et le premier jour, c'était en hiver, j'avais quand même voulu faire une plongée qui était à l'époque quand même assez profonde pour moi. Et boum, tout de suite, j'avais eu un squeeze. Donc en fait, par la suite, j'ai eu pas mal de problèmes avec ça. Et c'est vraiment en allant à touchdown que j'ai réussi à régler ce problème. Le squeeze, il peut arriver dans pas mal de cas. Par exemple, nous, on a eu des fois où les gens ont des squeezes justement de l'arrière de la gorge. Et donc ça peut arriver, par exemple, si tu vas venir pousser toute l'air du mouthfeel. C'est-à-dire que tu vas créer du vide dans ta bouche. Si tu fermes, par exemple, ta mâchoire, donc tu vas créer encore plus de vide. Et après le turn, une fois que tu as tourné, si jamais tu redresses un peu la tête, des fois, tu viens faire un suçon. Oui, tu viens faire un suçon dans la bouche. Et des fois, c'est assez marrant, tu vois, la personne remonte. Enfin, c'est marrant, façon de parler. On se comprend entre coach. Tu vois, entre coach. Mais du coup, tu vois, la personne ouvre la bouche. Et en fait, tu peux voir les veines. Putain, mais mec. Les veines à l'arrière. Donc ça, c'est un truc assez commun. Ah ouais, mais c'est ça que j'ai alors. C'est pour ça des suçons de trachée, quoi. Ouais, exactement. Après, je peux pas dire exactement que c'est ça. Non, mais en fait, des fois, je regarde avec la lumière dans mon miroir et je vois que c'est... Si l'arrière... C'est tiré, tu vois, c'est un peu rouge, ensanglanté, comme si j'avais fait un suçon, tu vois. Ouais, exact. Donc ça, j'ai déjà vu 2 fois depuis que je suis ici. Et une fois, d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait beaucoup de sang. Il y avait beaucoup de sang et tu voyais, c'était vraiment donc, à l'arrière de la gorge. Et vraiment, à l'espace de 5 minutes, on voyait, non, peut-être un peu plus, on va dire 15 minutes, je pense qu'il faut bien prendre 15 minutes. Et ben on voyait plus rien, justement, en fait, ça avait déjà totalement disparu. Et ça, c'est à cause d'un effet de piston quand tu tournes. Oui, en fait, ça, suçon. Ce problème particulier-là, c'est quand tu viens vraiment compresser absolument tout l'air. Et tu vois, il y a des gens qui compressent énormément l'air, qui vont venir créer de la tension dans la gorge et ils vont venir ramener le menton à fond. Ouais. Et par exemple, il y a beaucoup de gens, après le turn, qui vont se redresser pour recommencer au lieu de rester recroquevillé. Et des fois, c'est au moment où tu te redresses. Mais en fait, tout ça, dans un premier temps, ça va venir du fait que tu sois pas tellement relâché, en fait, tout simplement. Moi, je sais que j'avais pas mal... j'ai fait quelques squeezes, jamais très gros. C'est quelque chose que j'aime pas vraiment. Personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Ça gâche. Surtout, des fois, tu es là, tu célèbres, tu es trop content, et puis moi, c'est 20 minutes après, boum. Alors qu'il n'y a pas de symptômes, tu vois. Non, exactement. Donc, c'est pour ça, en fait, il faut respecter en fait, ton adaptation. Il faut aussi développer ta sensibilité. Parce que si tu veux, ce qu'on remarque, c'est que, en fait, généralement, tu peux quand même, si tu es assez sensible, tu peux sentir ça. En fait, des fois, c'est très, très subtil le moment où tu vas être sans squeeze et avec un squeeze. Et en fait, des fois, c'est très, très, très subtil. Donc, nous, on avait un gars, je peux raconter cette anecdote, qui plongeait pendant 10 ans. Il était bloqué à 40. Pendant 10 ans, bloqué à 40. Exactement. Oh, putain. Et il est passionné. À chaque fois, il venait s'entraîner et tout. Et seulement cette année, on a réussi à comprendre comment le débloquer. Et en fait, parce qu'il avait ce problème où dès qu'il allait au-dessus de 40, il avait des squeezes, justement. Ouais, parce qu'il dépassait le VR, quoi. Ouais, exactement. Donc le volume résiduel. Et donc, il avait ce problème-là. Et pourtant, il s'est entraîné donc, avec Alexei, Volchanov. Il s'est entraîné avec nous pendant très longtemps aussi. Avec les meilleurs, quoi. Ouais, ça faisait 10 ans qu'il s'entraînait. Ouais. Et seulement cette année, on a compris comment régler ce problème. C'est-à-dire qu'on lui a fait faire beaucoup de plongées donc, en FRC. En FRC, ça veut dire en expiration passive ou forcée, dans certains cas. Donc ça simule en faible profondeur des profondeurs plus grandes pour les poumons parce que les poumons sont plus petits au départ. Oui, exactement. Et en fait, avec les FRC, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut y aller très graduellement. Si tu veux, lui, en fait, depuis 10 ans, il avait tendance à aller trop loin dans les sensations. Et du coup, vu qu'il allait trop loin dans les sensations, son corps venait se tendre. Et en fait, il avait toujours ce sentiment de pression. Et du coup, il est venu s'entraîner avec nous 1 mois. Majoritairement, on lui a fait un programme où il faisait des FRC, mais il a commencé vraiment très peu profond. Genre 5-10 mètres max, quoi. Exactement. On remontait à chaque fois la ligne pour qu'il n'aille pas plus loin. Ouais. Et dès qu'il sentait rien du tout... Ah là là, ok. Tu voulais vraiment le bloquer, quoi. Oui, bloquer. Fallait vraiment le bloquer dans le sens où pour lui, ça commençait à être normal de ressentir cette pression. Et c'est pas normal. Dans certains cas, tu peux sentir une bonne pression qui est agréable. Un gros câlin de la mer. Ouais, exactement. Mais par contre, si tu commences à avoir des sensations qui sont déplaisantes ou qui sont un peu trop intenses, et ben lui, en fait, il l'avait normalisé, si tu veux. Ah, ok. Il avait normalisé les tensions. Exactement.
Et du coup, en fait, on a fait ce travail en FRC, donc on faisait toujours des FRC, donc pour venir l'accoutumer à la pression, qui se sépare en fait de ses anciens défauts. Qu'il apprenne à mieux relâcher le diaphragme, Ouais. à relâcher aussi les tensions dans la gorge, du coup. Ouais, exactement. À relâcher aussi le thorax, les côtes. Et du coup, après ça, généralement, on faisait pas mal de plongées en FRC. Et à la toute fin, on faisait des plongées, on lui a appris la monopalme, pour qu'il apprenne à ouvrir le torse. Donc en fait, on avait les FRC pour lui fermer le torse et la monopalme pour lui faire ouvrir le torse. Et en fait, avec ce combo-là, petit à petit, il a commencé à aller plus profond en FRC. Et là, ensuite, on a commencé à le faire aller profond, du coup, et en fait, pour lui, ça a carrément tout changé. Il n'avait plus du tout ce phénomène de pression, il n'a plus du tout squeeze. Donc, pour nous, c'était une belle victoire. Et on a compris qu'en fait, des fois, tu vois, c'est juste la perception de la personne, tu vois. Par exemple, tu peux te dire que tu peux en fait normaliser cette tension-là, tu vois. Et en fait, ce qu'on dit toujours, c'est que, et ça c'est vrai à 100%, c'est qu'on croit toujours qu'on est relâché. Et on peut toujours aller plus loin. Mais on peut toujours aller plus loin, mais surtout, c'est impossible d'imaginer le prochain niveau de relaxation. Oui, ça c'est vrai. C'est impossible d'imaginer, et en fait, nous, c'est surtout là-dessus qu'on travaille. En fait, au début, tu sais que je te disais, on reste peu profond, et c'est là où on va venir chercher en fait des niveaux de relaxation plus avancés. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de yoga. Tous les jours, on fait du breathing, pour du yoga nidra, donc pour amener nos clients justement à ressentir des niveaux de relaxation qui sont encore plus avancés. En fait, plus tu es relâché, on a ce triangle, plus tu es relâché, plus tu es sensible, et ensuite, après, plus tu es concentré, plus tu es sensible, plus tu es sensible, plus tu es relâché. Enfin, ça fait une sorte de triangulation. Et du coup, en fait, tu vois, on voit que plus les personnes sont relâchées, ils commencent à avoir des petits détails sur leur compensation. Ah, là, je sentais que je commençais à tendre le ventre. Tu vois, parce que par exemple, là, dans tes squeezes, tu vois, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons, tu vois. Ça peut être aussi que vraiment tu commences à tendre ton ventre au fond, tu vois, peut-être que ton turn. Moi, j'avais une personne qui faisait des turns beaucoup trop agressifs. Et à chaque fois au turn, ou un petit squeeze, ou peut-être que tu as besoin justement de faire des pulls un peu plus petits à la remontée pendant un certain temps. Nez, menton, front, nombril, et puis d'aller chercher peut-être en free immersions. Et du coup, pas haut au début, ouais, c'est ça. Moi, par exemple, voilà, moi, je sais que c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal, c'est-à-dire que ma compensation, je l'ai vraiment bien travaillée, donc là, elle est bien. J'ai un temps d'apnée qui est très très bien. Et en fait, moi, c'est plus la relaxation, donc l'aspect pression, du coup, parce que mon ventre, mon mediana est pas super, donc ça, c'est un truc que T'es pas tout seul. T'es pas tout seul, mais on est ensemble. Ouais, exact. Il y a beaucoup de monde. Hein, ça, des fois, je le montre à mes élèves, et mes élèves, surtout les femmes, blam, elles ont un Udia d'Amanda, et moi, je suis à côté en train de faire une démo, et j'ai trop l'air d'un con, je suis bon, il pourrait être meilleur. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de secret, hein, c'est vraiment continuer à travailler là-dessus, faire justement ce qu'on disait, des FRC, travailler la relaxation, faire des massages du ventre. Et en fait, petit à petit, ça va venir, quoi. J'avais une question. J'ai l'impression qu'à Touchdown, vous faites des énormes breathing avant d'aller plonger pour mettre les élèves en état de relaxation. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire et qui commence à bien payer avec mes élèves. Je ne faisais pas ça avant, mais des exercices d'hyperventilation avant de plonger. Et ça nous met dans des états de relaxation vraiment profonds. Hyperventilation, Uddiyana Bandha, hyperventilation, poumon plein, même avec carpe positive, hyperventilation avec visualisation. Et pourquoi l'hyperventilation aide à être relâché ? Nous, en fait, si tu veux, c'est un outil. Hein, on utilise aussi énormément l'hyperventilation. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps, même pour les plongées, en fait. Parce que c'est un outil. Hein, c'est un outil. Ça te permet de diminuer ou d'augmenter ton CO2. Ça joue pas du tout sur ton niveau d'oxygène. Ça joue vraiment sur le taux de CO2, la concentration de CO2. Et on le rappelle aux auditeurs qui connaissent pas tout ça, c'est l'augmentation du CO2 dans le corps qui donne les contractions et l'envie de respirer. Oui, exactement. Et ça vient aussi, du coup, c'est ce qui va généralement causer de l'inconfort, en fait, tout simplement. Et en fait, le fait de ventiler, tout simplement, ça rend les Uddiyana et tous ces exercices beaucoup plus faciles, en fait, tout simplement, parce que tu n'as pas
pas de, De contraction. De contraction, et surtout de urge to breathe, comment on appelle ça? L'envie de respirer, ouais, tout L'envie de simplement. respirer, t'as pas du tout l'envie de respirer. Ça te permet du coup d'avoir des stretches qui durent un peu plus longtemps, qui sont beaucoup plus confort. Donc ça c'est le top. Et de le tenir bien longtemps, ouais. Ouais, exactement. Pour les gens qui veulent travailler leur Uddiyana Bandha et qui le font en respiration normale avec un taux de CO2 neutre, et des fois on le tient 15, 20, 30 secondes. Mais si on hyperventile, on peut le tenir 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Ouais, exactement. Et là on le travaille beaucoup plus longtemps. Ouais. Et dans le confort, et du coup ça te permet de te relâcher. Et après quand tu travailles avec de l'hyperventilation et que tu vas venir en poumon plein, du coup t'as un peu la sensation justement que tu vas faire un blackout, tout simplement. Parce que le niveau de CO2 cache l'hypoxie. Ouais, exactement. C'est pas que ça cache l'hypoxie, mais du coup, tu sais, tu as la même sensation que quand tu te lèves très rapidement. Une ischémie cérébrale. C'est-à-dire que le taux de CO2 est tellement faible que du coup, il y a une vasoconstriction qui s'opère, que ce soit dans le cerveau et dans les bras. Et du coup, ça va venir, ton cerveau va être moins oxygéné, tout simplement. Du coup, réduction du flux sanguin au niveau cérébral d'un coup. Ouais. Et du coup, ça te met dans des états qui sont agréables au début, qui sont agréables en fait. Mais après, comme je dis, c'est un outil nous qu'on utilise aussi dans l'eau, mais comme tout outil. Mais quand on utilise, attends, on précise bien, pour la relax, mais après vous jouez avec un niveau de CO2 neutre. Non. Des fois, vous retirez un peu du CO2 ? Ah oui, totalement. En fait. Et vous n'avez pas trop de problèmes de blackout ou de choses comme ça ? Non. Tout simplement parce qu'on est... En fait, si tu veux, c'est un outil. Et comme tout outil, il faut apprendre à l'utiliser. Et en fait, il y a des signes que tu ventiles un peu trop. Ouais. Et genre, au tout début, nous... Genre les picotements dans les doigts, le goût métallique, les doigts qui se resserrent. Ouais, et surtout au niveau des breath-hold, par exemple, la première contraction, comment elle va venir ? Est-ce que ça va être une grosse contraction, une petite contraction, des contractions qui arrivent très fréquentes ? Donc en fait, ça va te permettre de dire, ok, là, la personne, elle ventile trop. Et du coup, en fait, nous, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer en fait le protocole de départ respiratoire pour une personne. Et du coup, une personne va avoir besoin de plus ou moins de ventilation en fait. Par exemple, nous, je vois, il y a des gens, ils vont avoir besoin peut-être d'1 minute de ventilation, donc d'hyperventilation. 1 minute. Alors, 1 minute, par exemple, sur un protocole de 3 minutes avant un official top, c'est la minute avant et 2 minutes derrière de breathing normal ou... Non, c'est la dernière minute. C'est la dernière minute, ouais. Wow, en fait, on fait toujours les ventilations. Nous, en fait, si tu veux, nos protocoles restent assez simples. C'est-à-dire qu'on commence... On va peut-être faire... par exemple, le mien, mon protocole, c'est que je fais quelques ventilations au tout début. En fait, ça me permet de me conditionner. Mon corps, il sait que, je fais des ventilations, il va falloir se calmer. Donc ça reste comme ça. Ensuite, après, je fais de la respiration ventrale pendant le temps dont j'ai besoin. Et ensuite, à la toute fin, pour moi, ce qui fonctionne très bien, c'est 4-5 ventilations. Ouais, exactement. Pour refaire sortir le niveau de CO2. Et en fait, ce niveau, ces ventilations-là, ça varie énormément. En fait, pour certains, c'est pour ça qu'en fait, c'est un outil qui est très puissant, mais alors il faut savoir l'utiliser. Ah ouais, parce que ça peut le carton derrière. Hein. Oui, exactement. Mais là, alors attention, là on parle de coachs qui sont dans le détail, donc vous amusez pas à faire des hyperventiles avant d'aller en profondeur, parce que je l'ai testé, ça va au carton. Donc allez-y mollo. Ouais, c'est ça, il faut y aller tranquille. Et surtout, tu vois, nous, on va jamais tester de l'hyperventilation sur quelqu'un direct dans l'eau. On va faire beaucoup de breath-hold à l'extérieur, et on va voir comment la personne réagit, tu vois. Et par exemple, pour déterminer combien d'hyperventiles je devrais faire avant mon départ, comment tu ferais ? Et bien justement, en fait, on fait des breath-hold, donc très simple, 4 minutes de préparation, un breath-hold. Prépa sans hyperventile ? Non, une prépa classique. Prépa classique, au début, niveau neutre de CO2 ? Ouais, nous, ce qu'on va dire, en fait, au début, c'est d'avoir 3 ventilations. C'est notre niveau de... C'est quoi, 3 ventilations ? 3 hyperventiles, tu veux dire ? 3 on appelle ça des ventilations, mais oui, c'est 3 hyperventilations. C'est une inspi où tu ne contrôles pas où l'air va, donc tu inspires, sans restriction. Et ensuite, tu relâches. C'est ce qu'on fait quand on en a marre d'un truc, tu sais, quand tu es saoulé. Ouais. Exactement. Donc 3 rejets, on va dire, de CO2. Ouais, c'est la base chez Touchdown. C'est la base chez Touchdown. Et ensuite, on ajuste en fonction des breath-hold. Donc on va regarder la personne, comment ses contractions elles sont, à quel moment elles arrivent. Par exemple, si quelqu'un a des contractions tôt, tu vas lui faire plus d'hyperventiles. Si quelqu'un a une contraction tard, tu lui feras hop, toi t'en fais une. Oui, exactement. Okay. Du coup, on ajuste. Et en fait,
ça peut avoir un impact énorme sur une plongée. Par exemple, tu disais que tu as J'ai déjà eu des témoignages comme ça d'un Italien qui plongeait avec vous l'année dernière et il m'avait expliqué le fait que vous faisiez de l'hyperventile et pour lui c'était le jour Ah oui. et la nuit Ouais. complètement. Ouais, Mais il me disait c'est à la ventile près. oui. C'est du détail quoi. C'est quand même pas à la ventile près. On n'est pas à ce détail-là. C'est juste, c'est pas non plus, par exemple, que tu vas en fasses 3 ou 4, ça va pas gêner. Ça va pas gêner. Mais par contre, faut que tu arrives. Nous, ce qu'on enseigne, c'est justement d'arriver à sentir comment tu te sens en fait. Tu vois, si tu sens que tu as trop ventilé, bah ok, là tu te recalmes, tu respires, tu refais redescendre plutôt. Et donc tu veux dire à ressentir ça, c'est sentir les symptômes de l'hyperventilation qu'on enseigne d'ailleurs chez AIDA, qui vont être les picotements dans les doigts, Oui, dans les pieds, dans les lèvres, l'impression de la tête qui tourne, le goût métallique dans la bouche, les doigts qui se recroquevillent. Ouais, bah nous, tu vois, c'est simple. Ce qu'on enseigne, c'est jamais aucun symptôme comme ça. Ok. C'est zéro symptôme. Zéro symptôme. Ouais, y a pas, si tu as le moindre petit symptôme comme ça, Ralasse. tu te calmes. Ouais. Et tu te reprends, tu respires plus lentement. Non, on utilise la ventilation vraiment comme un outil. Après, il faut le manier aussi de manière responsable, si tu veux. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ça fait énormément de... Et nous, on travaille beaucoup dans l'eau avec les hengs. Donc Alors les agachons. hengs, ce sont des agachons pour les Français. Pour les Français, ça m'a fait rire. C'est augmenter les dive time. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je fais hop. On va ralentir. On va faire des premières séances sur 10, 15, 20 mètres. Par contre, je veux des dive time de 3 à 3,30. On va aller chercher les 4. Oui, du coup, c'est ça. En fait, nous, toutes les sessions, elles commencent par des hangs. Et en fait, les hangs qui permettent justement de travailler sur ta relaxation. Et surtout, c'est une bonne, on va dire, c'est un bon exercice pour voir si ton protocole de respiration il est bien, tu vois. Parce que tu vois, tu vas voir s'il remonte. Enfin, nous, en tant que coach, on va voir à quel point il est frais, tu vois. Les lèvres bleues, exactement. la lucidité, la clarté du protocole, par exemple. Exactement, les contractions. Et tu vois, bah, par exemple, là, tu vois, je t'avais parlé de ce gars qui est allé de 40 à 65, là, récemment. Lui, bah, c'est un cas où il est très, très sensible à l'hyperventilation. Et il faut savoir que tu peux hyperventiler sans vraiment le savoir, en fait, tout simplement. Là, nous, on utilise le mot ventilation, tout simplement parce que tu n'as pas besoin de faire ces ventilations-là pour hyperventiler, tu vois. Généralement, je sais plus, il me semble qu'à Aida ou Molchanov, ils enchaînent aussi beaucoup le tidal breathing. Tu sais, la ventilation courante. Ouais, exactement. 0,5 litres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si tu contrôles vraiment pas ta respiration, donc si tu es stressé, c'est un truc qu'on voit souvent en compétition, les gens sont stressés, ça ventile plus que ils vont d'habitude. commencer à ventiler plus que d'habitude. Et du coup, nous, c'est aussi l'avantage de connaître, de vraiment travailler là-dessus. C'est quand il y a une comp, de se dire, ok, ben là, tu vois, moi je vois, la personne, elle commence à respirer plus, je vais dire, ok, là tu hyperventiles sans t'en rendre compte. Ouais. Ou, tu vois, c'est vraiment le genre de truc qui fait la différence, quoi. Et en fait, t'as pas vraiment besoin d'avoir ces ventilations-là. Tu vois, quelqu'un qui fait du belly breathing, il peut hyperventiler sans problème en fonction du rythme, et de l'amplitude et du rythme qu'il a. Il peut hyperventiler. Et en fait, par exemple, ce gars, donc cet anglais-là, lui, je l'avais enseigné donc le wave breathing, c'est belly chest, ventre thorax. Ventre thorax, voilà. Parce que comme on dit, on suit le chemin où il y a le moins de résistance, donc on commence dans le ventre, et en fait, dès qu'on croise une résistance, on passe à l'étage du dessus. Donc le ventre, dès qu'on sent une résistance des abdos, on passe au côte, dès qu'on sent une résistance, on passe au torse. Et l'idée, c'est d'avoir une respiration assez facile, en fait, une respiration facile. Et une longue expiration. Et en fait, le mot-clé, c'est une longue expiration pour avoir du CO2. Mais par exemple... Et la longue expiration, on le rappelle, au-delà du fait que tu disais que ça faisait monter le CO2, ça active le système parasympathique, qui est l'inverse du système sympathique qu'on peut avoir à l'inspiration. Et le parasympathique et les longues expirations viennent ralentir le rythme cardiaque. Oui, exactement. Et du coup, par exemple, ce gars-là, juste son expiration, elle était... donc son inspiration, elle était plus longue. Et en fait, il faisait un ratio, si tu veux, de 1-1, en fait. Okay. Et du coup, juste ça, pour lui, c'était un peu trop, en fait. C'était un peu trop. Je voyais un genre remonter d'un hang. Et il a fait une petite samba. C'était sur un temps qu'il maîtrisait. Et pourtant, on avait déjà vu le breathing. On avait déjà... Et en fait, il avait commencé... en fonction de ses perceptions, à justement accélérer un petit peu. Et du coup, on a refait un travail de tempo derrière pour lui apprendre à avoir le bon rythme de respiration qui lui convient, en fait. La samba, c'est la perte de contrôle moteur. C'est quand on se rapproche
d'un niveau hypoxique un peu trop fort et on peut avoir des tremblements. Ouais, c'est ça. En tant que coach, ça c'est drôle. Ah oui. Moi j'aime bien. Et surtout les élèves qui s'en rendent pas compte, tu Oui. sais, Bah, et nous, qui en fait, t'écoutent pas. oui. Ça va, Mika, t'as kiffé ta plongée? Ah bah oui, très bien. T'as remarqué quelque chose là? Non. Bah, Tu dansais justement, là. tu vois, ce phénomène-là, il est en fait plutôt cool dans le sens où, du coup, tu vois, c'est le genre d'expérience qui va avoir de l'impact sur toi que si tu le prends mal, en fait. Dans le sens où, par exemple, quelqu'un qui va avoir une samba, ben, tu vois, généralement, il va pas s'en rendre compte. Nous, ce qu'on va faire en sorte, c'est que ça arrive plus. Mais du coup, on va lui dire, OK, là, comment tu te sentais? On va commencer à poser des petites questions. Mais tu vois, l'important, c'est vraiment pas de stigmatiser, en fait. Ce genre de truc, parce qu'en fait, la personne après, elle va être stressée Ouais. d'en avoir un Donc, nouveau. par exemple, quand tu vois quelqu'un qui fait une samba, tu lui dis pas. Par contre, tu vas travailler avec elle pour modifier son protocole de relaxation ventilatoire. Ouais, ou alors je lui dis, mais j'essaye qu'il comprenne par lui-même et qu'il voit que tout va bien. Je lui dis par exemple, ah alors, tu te souviens de tout, ton protocole, tu vois, des petites questions Mm. comme ça. Oui, parce que souvent, quand on est en hypoxique, l'hippocampe, c'est la première partie du cerveau à sauter. Et donc, c'est la mémoire. Et c'est pour ça que des fois, on a des tremblements. Et il y a des gens qui s'en souviennent, d'autres ne s'en souviennent pas. Ouais, exactement. Et C'est pour du ça qu'on coup, pose la question. oui, oui. Ça va, tu t'en souviens de ta sortie? Pas du tout, frère. J'ai une élève là, elle était en train de se toucher la tête, elle comprenait pas pourquoi il y avait son masque sur sa tête. C'est moi qui te l'ai enlevé, bichette. Donc ouais, ça arrive, mais en fait, après la session, tu peux continuer sans problème. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, on continue. Et en fait, en faisant ça, tu ne crées pas de mauvaise expérience, si tu veux. Donc la personne, au final, en fait, pour les gens qui ont déjà ressenti ça, c'est quand même assez agréable, en fait. Tu le sens pas vraiment. Ouais. Du coup, en fait, notre objectif en tant qu'instructeur, c'est de faire en sorte que ça n'arrive plus. Et surtout, que ça ne tourne pas en une mauvaise expérience qui va venir gâcher le reste. Et créer de l'angoisse par la suite. Exactement. Ouais. Mika, Ouais. tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je ne sais pas si je me vois encore à Dahab, mais en tout cas, pour l'instant, je sais que j'adore ce qu'on fait. Donc, honnêtement, pour les 2-3 prochaines années, je me vois encore bien ici. Après, j'avais un rêve avant de venir à Touchdown, c'était de travailler par exemple, parce que moi j'aime quand même bien la Martinique, parce que j'aime bien surfer, etc. Et c'est un endroit que j'aimerais bien. Après, il faudrait que je passe mon BPGEPS. Ouais. Mais tu vois, c'est un endroit que j'aimerais bien travailler, parce qu'il y a la Dominique pas loin pour faire des deep dives. Et à la fois, t'es quand même un petit peu en France sans être en France. Du coup, c'est un endroit que j'avais bien apprécié. Après, à voir, c'est encore indéfini. Là, je vais encore faire un peu de temps à Touchdown parce que j'aime beaucoup mon équipe. On a une super équipe, c'est super intéressant pour moi, tu sais, parce que mine de rien, on a plein de cas, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent chez nous qui ont des problèmes et tout. Donc en fait, depuis que je suis là, dans un an et demi, j'ai vu énormément de cas qui peuvent être des cas très compliqués, etc. Donc pour moi, C'est très bonne école, quoi. c'est bonne école, mais c'est surtout très intéressant en fait. Je m'ennuie très peu parce que il y a toujours des cas en fait différents, tu vois, des gens qui c'est vraiment tout le monde est tellement différent et du coup tu as plein de cas où tu vois si tu vas devoir être un peu créatif sur la façon d'amener la technique, Ouais. etc. C'est fou comment des fois on est face à des problématiques et on doit, dans l'eau, en cours, se réinventer. Ouais, c'est ça. Faut Dans rester l'eau, créatif. en draille, exactement. Et moi, c'est un truc que, tu vois, au final, bah, tu sais, je t'avais dit que j'étais ingénieur avant. Ouais. Et du coup, c'est un aspect que j'aime beaucoup. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient avec un problème de compensation, nous voir, tu vois, moi j'adore parce que du coup, je me dis, ok, comment on va pouvoir régler ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ou la personne vient, elle a un problème de squeeze, tu vois, comment on va le régler? Du coup, pour moi, c'est vraiment le kiff, tu vois. Donc, et là, en fait, à Touchdown, c'est cool parce que du coup, on a des débutants, on a des gens plus avancés qui ont des plus gros problèmes, on a des deep divers qui veulent optimiser. Du coup, tu as vraiment tout et en fait, ça te donne un panel de trucs à fixer, de problèmes qui est assez cool, tu vois. Et en parlant de problèmes, donc vous avez des élèves qui vont quand même sacrément profond. Je vois souvent, il y a la bouteille d'oxygène qui est sur le côté Ah ouais, toujours. pour la safety, pour même pour de la décompression en cas d'ADD, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui vont au-delà de 70. Ouais. Chez vous, est-ce que tu as déjà été obligé de faire des deep safety? Oui, oui. C'est arrivé, c'est quand même assez rare parce qu'en fait, si tu veux, les cas où on doit faire de la deep safety, c'est vraiment des gens qui
on va dire, prennent des vraiment mauvaises décisions dans l'eau, en fait. Parce que notre objectif, nous, c'est ce qu'on avait dit, c'est de faire en sorte que la personne, par exemple, moi, je vais pas envoyer quelqu'un si je suis pas sûr qu'elle va y aller, tu vois. Là, Qu'il y a les feux verts, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'aime pas trop ne pas être sûr que la personne peut aller là, en fait. Il n'y a pas de pari, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, des fois, par exemple, il va y avoir un problème et la personne continue quand même. Ouais. Tu vois, nous, on a vu, moi, j'ai eu on va dire, c'était pas non plus deep, ça devait être juste en dessous de 10 mètres. Ah oui. Et en fait, le gars, je sentais la ligne et si tu veux, il a tourné, donc il faisait une plongée au-dessus de 70, je crois, c'était 75. Il a tourné, je le sens tourner. Ouais. Et Alors, ensuite, ce que Mika a dit, en fait, c'est qu'il sent sur la ligne, c'est qu'en fait, quand on fait de la deep safety, on met le pouce en pression contre la corde et on sent toutes les vibrations, et on sent les vibrations de la longe, et on peut savoir par rapport au dive time s'il y a un early turn ou s'il y a un arrêt au fond. On peut tout sentir avec la lecture de ligne. Donc Ouais. là, tu as senti Ouais, qu'il y exactement. avait un early turn. J'ai senti qu'il a tourné Mhm. et en fait, je sens pas remonter. Ah. Et en fait, il était même en train de descendre. Du coup, il a tourné parce qu'il avait plus d'air dans les oreilles. Ouais. Il Pouvait plus compenser. il avait fini son morphile et il a vu le tag. Ah putain, quel con. Et c'était un de ses derniers jours. Ouais. Et il a quand même essayé de descendre. Ouais. La tête en haut, quoi. Ouais, la tête en haut. Bon, bah, bien sûr, squeeze. Il est remonté. Et déjà, le dive time, il commençait à être long. Ouais. Et du coup, on l'a récupéré. Après, on a dû lui faire Blow tap talk. Blue tap talk. Et dans son cas, on a dû souffler dans son nez. Insufflation. Après, insufflation. Et ensuite, après. Insufflation à l'air normale avec Ouais, la bouche. exactement. Et ensuite, après, on l'a mis sous oxygène, etc. Ouais. C'est vraiment le truc le plus grave que j'ai vu en 2 ans. On n'a pas non plus, on a très peu d'accidents, dans le sens où on ne prend pas trop de risques, en fait. Tu vois. Ouais. Des blackouts, ça nous arrive en surface. Oui, c'est tout le tu temps. vois, Enfin, j'en ai un de toute façon. Mais après, voilà, sous l'eau, très peu. Moi, depuis que je suis à Touchdown, j'en ai eu 2, en fait. Ouais. J'en ai eu 2, un à 10 et un à Du coup, tu le mets, vous êtes au masque ou c'est un régulateur pour l'oxygène? Il récupère juste sur le régulateur classique. Nous, on a un régulateur classique. Ouais. On n'a pas. Vous n'avez pas l'autoflow? Non. Non. Du coup, on n'a pas de masque, etc. Donc, on est un peu tradi. Tradi, ouais. Tradi. Mais Et après, est-ce que vous avez déjà fait des safety où vous avez mis le régulateur et vous avez fait des insufflations à 100% d'oxygène, comme peut faire Tito Zappala par exemple? Non. En tout cas, peut-être que Gus, je sais qu'il a fait. Il me racontait quand on vivait ensemble, j'avais tout le temps le droit à des petites histoires, tu vois. Et il me racontait des histoires de safety qu'il a pu faire, des trucs de dingue. Mais non, moi, depuis que je suis là, vraiment, j'ai eu juste cette plongée-là. Et il y en a eu une autre récemment, mais c'était pas moi qui étais safety, c'était Gus. C'était pareil, un gars, le dernier jour. Il a eu un problème et il a quand même essayé de descendre. Ouais. Nous, il faut savoir qu'on enseigne vraiment. C'est pour ça qu'on est assez confiant quand on envoie les gens, parce que c'est ok de faire un early turn. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, la personne puisse early turn le plus tôt possible. En fait, c'est-à-dire qu'elle La sensibilité, ouais. la sensibilité. Nous, ce qu'on dit toujours, par exemple, on démarre sur un deep dive. La première chose que je dis, souviens-toi, je mets la ligne, mais c'est toi qui contrôles. Si tu sens que t'es pas à fond, si tu sens que t'es pas complètement relâché à 30 mètres, etc., tu tournes et on recommence. Tu vois, parce qu'en fait, nous, il faut savoir qu'on est dans l'eau. Tu sais, on est dans l'eau assez longtemps. Hein. Moi, on n'a pas de limite de temps. Si tu veux, moi, je reste toujours dans l'eau 3-4 heures. Non, mais vous êtes des warriors à Touchdown. Et tu m'avais dit la dernière fois combien de plongées t'avais fait dans la session? 70 dans la journée? Ouais, 70. 70 à combien de profondeur? Profondeur moyenne, c'est pas non plus énorme. Bon, profondeur moyenne, 15 et 20, c'est 15-20. Vous imaginez quoi? 70 immersions à 15 mètres sur une journée de coaching. C'est énorme. Ouais, c'est pas le plus. À un moment, je m'étais approché de 100 plongées. 100 plongées Ouais. sur la journée. Et là, par contre, à la fin, Bah, t'es azoté, mon pote. Hein. Ouais, Là, j'étais pas. Du coup, j'ai fait de l'oxygène et Ouais. tout. T'as fait 5 minutes à 6 mètres? Oui, ouais, j'avais fait de l'oxygène. Et après, bon, en fait, ça allait, hein, c'était par précaution. Oui, par C'était par précaution. précaution. Après, de temps en temps, on prend de l'oxygène à la fin, juste pour. Ça te permet de récupérer plus vite. Tout ça. C'est clair. Ouais. Mais après, c'est rare. C'est quand même les jours, par exemple, là, les jours où je fais 70 plongées, c'est des jours où on est en haute saison. Et en fait, par exemple, je sais pas, il y a un de nos instructeurs qui est malade. Ouais. Du coup, en fait, en une session, je fais 2 sessions, si tu veux. Ouais. Il y a un premier groupe qui vient, ensuite un deuxième groupe. Donc, c'est pas toujours. Généralement, je fais entre 40 et 50 plongées. Putain, c'est énorme quand même. Donc, ouais, c'est quand même. Tu vois, moi aujourd'hui, j'avais une élève, j'ai dû faire
4 fois 30 mètres, tu vois. Ouais. C'est tranquille. Ouais, c'est vrai que c'est tranquille. C'est Après, tranquille. ce que je regarde plutôt maintenant, plutôt que le nombre de plongées, c'est plus le dive time. Ouais. C'est plus le dive time parce que, par exemple, une fois, là, c'était justement, c'était sur les 70, ce jour-là où j'avais fait un peu plus de 70 plongées. Je crois que j'étais à 45 minutes de dive time, ça commence à être beaucoup. Ouais. Parce que généralement, je suis entre 20 et 25 minutes de dive time, donc c'est pas non plus. Ça va encore. Ça va encore, Ouais. tu vois. Et c'est quoi tes PB alors? Mes PB, du coup, en profondeur, là, je me suis entraîné cet été, donc il faut savoir que quand j'ai commencé l'apnée, donc en Dominique, j'étais allé à 50, mais surtout, j'y étais pas allé d'une manière très propre. J'avais pris beaucoup de défauts, et après, c'est devenu difficile pour moi. Tu vois, même quand j'étais au SIPA, je suis pas arrivé à refaire 50, parce que j'avais toujours ce problème de pression, et en fait, en revenant à Touchdown, j'ai fait 50. Ensuite, j'ai travaillé là-bas, donc je ne m'étais pas vraiment entraîné. Ouais. Et là, C'est impossible de s'entraîner quand on travaille. Non, c'est possible. C'est compliqué quand même. On est éclaté, non? Ouais, T'y arrives, toi? oui, alors en fait, il faut savoir que c'est mon objectif. Hein. C'est un de mes trucs, c'est un de mes objectifs, c'est d'arriver justement à m'entraîner en travaillant. Il faut savoir que au début, c'était en hiver, après j'étais tombé malade, donc c'était pas terrible, mais justement j'avais ajouté 5 mètres, c'était en février, et du coup je restais quand même dans l'eau, et à la toute fin je faisais une plongée, mais du coup j'avais vachement froid en fait. C'était pas trop un problème de forme, c'est plus un problème de froid, parce que quand t'as un tremblement, exactement. hypoxie qui arrive plus vite, compensation qui est plus dure, surtout si tu as des problèmes de squeeze, c'est plus compliqué. Et du coup, là, seulement cet été, en fait, j'ai pu m'entraîner. Je suis passé du coup de 55 à 72. Donc, 55 à 72, super. Ouais, donc j'ai fait ça. Pour moi, j'étais super content. Donc en immersion, après en palme, j'avais fait 60 mètres. Après, j'ai pas trop entraîné en palme. Et après, sinon, en piscine, après, j'avais fait pas mal de piscine au début. Du coup, en piscine, je peux faire 150 mètres dans toutes les disciplines. Même en DNF? Oui. Mais non. Ouais, avec toutes les disciplines, c'est avec des petites palmes avec des petites palmes plastiques. Faut savoir que je travaille beaucoup avec des petites palmes, des power fins. Ouais. Et du coup, j'avais joué avec ça en piscine. Donc c'est à peu près ça, mes PB. Et après, en statique, tu te souviens Bah oui, on était ensemble à la compétition Static Summer. Ouais, exactement. C'était ma première compétition. Donc j'avais fini ma saison. C'était juste avant que je commence à m'entraîner. Et du coup, je m'étais dit, vas-y, on se tente une compétition. Et ouais, c'était cool. T'avais fait combien? J'avais fait 5,57, je crois. Ouais, presque 6. Ouais. Après, juste avant, on avait testé avec Gus en piscine. Ouais. On s'était fait 2 sessions en piscine à Charmes. Et c'était cool. J'avais fait 6,30. Donc, au final, ça va. Statique, je pense qu'avec de l'entraînement, ça pourrait être. Parce qu'on travaille beaucoup, je fais beaucoup de méditation, de yoga et tout. Bah, t'es un mec plutôt très calme, hein? Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ça va être vachement pour le statique, si tu veux. Et alors, ça serait quoi, là, vu que tu as vécu en coloc avec Gus, est-ce que tu as 2-3 anecdotes un peu dingo à nous raconter, là, tu peux raconter? J'ai vécu pas mal d'anecdotes avec Gus. En fait, pour les gens qui ne connaissent pas Gus, il faut savoir qu'il est assez... c'est un personnage, il est assez extravagant. Après, il y a des anecdotes, je sais pas si je peux les raconter sur le podcast. Tu vois. Ce que tu peux raconter, en tout cas. Il y a toujours ce qu'on raconte et ce qu'on peut pas raconter. Moi, je peux raconter plein de trucs. C'est plus à quel point ça passe sur le podcast, quoi. Non, après, beaucoup d'anecdotes. En fait, moi, j'ai vraiment kiffé vivre avec Gus. J'ai kiffé, à la fois, c'était pas facile, tu vois, parce que on est quand même bien différents. Moi, je suis calme, j'aime bien, surtout pour travailler, je vais me coucher assez tôt, alors que lui, tu vois, il aime bien, il y a tout le temps des gens et tout. Un truc qu'on aimait bien faire, qu'on a fait une fois, c'était qu'en fait, si tu veux, il avait des lectures, des cours qu'on donnait dans notre appart, en fait, à tous les deux. Et moi, l'après-midi, je faisais la sieste, et lui, il commençait la lecture, et ensuite, moi, je fais l'IQ après. Et du coup, je me levais et il me fait « vas-y, viens, on va lui faire un prank. » C'était une fille qui venait, il me semble que c'était Tamara, tu vois. Okay. Je sais pas si tu la connais. Tamara, mais oui, elle est connue. Ouais. Oui. C'est quelqu'un de Dahab. Et il me fait « tu vas sortir de ta chambre en slip et tu vas aller vers elle en mode somnambule, tu vois. » Totalement Gus. Ouais, exactement. Ça résume bien Gus, tu vois. Et du coup, on a fait ça. Et puis, je ne pouvais pas, on rigolait trop, quoi. C'est plein, en fait, vivre avec Gus, c'est pas mal de moments comme ça, pas mal de discussions, tu vois, sur l'apnée, surtout. Ouais.
Non, j'ai vraiment bien kiffé, quoi. Et est-ce que tu as un pire et un meilleur souvenir en apnée? En apnée, un pire souvenir? Un pire ou un meilleur? Les deux, c'est... Bah, meilleur, alors c'est un truc un peu. C'est en fait. Enfin, j'ai beaucoup de très très bons souvenirs en apnée. Mais un de mes meilleurs, je crois, c'est cet été-là. J'ai presque. J'ai eu une plongée 68 qui était magnifique. Donc, ça, c'était vraiment la plus belle plongée que j'ai jamais faite. Et après, un moment qui était important pour moi, il faut savoir que quand je suis arrivé à Touchdown, en fait, j'avais un des pires mouthfeels qu'ils ont jamais vu à Touchdown. Faut savoir, quand je me suis entraîné un mois, j'avais Gus et Max qui me suivaient sur le mouthfeel et je chargeais quand même assez profond. Et c'était juste à peine pour faire 50 mètres. Hein. C'était vraiment pas Donc ouf. charger profond, ça facilite la compense, mais c'est un peu triché, quoi. Ouais, exactement. Du coup, en fait, on a des, on va dire des standards, tu vois, par exemple, qui me dit qu'une personne est prête à plonger profond, par exemple, en FRC, donc en expi passive, on va charger le mouthfeel à la surface, donc on va mettre de l'air dans la bouche, et ensuite, après, on va descendre, du coup, en expi passive. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer d'emporter le mouthfeel le plus profond possible. Et généralement, tu peux l'emporter entre 30 et 35. Tu vois, c'est un vrai, ça commence à être un bon standard. Ah, très bien. Et pour moi, c'était impossible. En fait, au tout début, j'étais toujours limité. J'avais vraiment du mal à faire 20. Et même après, je me suis entraîné énormément en dry. Hein. J'avais Max qui me suivait, etc. Mais c'était un problème de masse ou c'était un problème de poids sur le corps à cause de l'expi? Non, c'est un peu des deux. En fait, j'avais pas mal de problèmes au niveau du cou. Du coup, j'avais beaucoup de tension. J'avais beaucoup de tension à ce niveau-là. C'était un peu un tout. Et même maintenant, en fait, au tout début, quand je prenais un mouthfeel, j'ai toujours un peu ce problème. Mais là, maintenant, je suis plus relâché, donc ça me le fait un peu moins. Et j'ai découvert un peu des façons de le régler. Mais en fait, j'avais toujours de l'air qui allait tout doucement dans les poumons. Ouais, un leak, une fuite. Ouais, une fuite. Et il faut savoir que pour moi, c'était extrêmement présent. Par exemple, en dry, je charge, même avec un full lung, ça redescendait tout doucement. Ça. Ouais, et inversement. T'as la glotte qui s'ouvre. Ouais, exactement. Et inversement, quand je prends une grosse inspi, petit à petit, ça remonte dans la bouche, en fait. J'arrive pas à garder dans les poumons. Ah ouais. Ouais. Du coup, pour moi, ça c'était vraiment le problème, mon problème numéro un, parce que du coup, j'ai une très bonne, comme j'ai fait énormément d'exo et tout, j'ai une très bonne coordination, mon frenzel et tout, c'est nickel. Mais par contre, à partir d'une certaine profondeur, quand ça devient vide, quand j'ai beaucoup de vide dans les poumons, et de pression, ça descend tout doucement en fait. Et là, cette année, j'ai quand même bien réglé le problème. Et justement, ce jour-là, c'était un jour où j'ai réussi pour la première fois à faire 0,30 mètres. Et, donc ça fait un ratio de 4 barres. Et pour moi, j'ai presque pleuré ce jour-là parce que c'est le truc que j'ai le plus travaillé en apnée. Et ce jour-là, pour moi, c'était assez émotionnel. Je sais pas pourquoi. En plus, c'est un exo tout con, tu vois. Mais ouais, j'avais kiffé. Donc, meilleur souvenir, test de ratio mouthfeel en FRC avec un ratio à 4. On le rappelle, le ratio, ça permet de calculer la profondeur théorique de la compensation max. Donc, si tu as un ratio à 4 en faisant 0,30 mètres, si tu charges par exemple à 20 mètres, tu as 3 barres, tu fais 3 multiplié par 4 et là, ça te donne le nombre de la profondeur à laquelle tu peux arriver. Ouais, exactement. Donc ouais, on va dire que c'est un bon ratio. Généralement, nous, quand on a quelqu'un qui arrive à ce ratio-là, on peut envoyer. 0,30. Ouais, mon max, c'est 33, tu vois. Ouais, j'étais content, 33, 34. Ouais, c'est très bien. Parce que, tu vois, pour moi, là, pour l'instant, même après l'avoir fait une fois, c'était compliqué de le répliquer. Là, je suis pas en stade où j'arrive à le répliquer tout le temps. Après, j'ai pas mal d'air dans mes poumons, donc je peux charger assez profond. Donc, c'est pas un problème pour moi. Pour l'instant, mais... Et alors, ton pire, ça serait lequel? Mon pire. Souvenir dans l'eau, j'ai pas beaucoup de mauvais souvenirs. J'ai très peu de mauvais souvenirs en fait. On va dire. C'est quand j'avais. Je m'étais entraîné à Touchdown et j'étais super content. Donc je m'étais débarrassé de mes problèmes de squeeze. Et après, j'avais essayé d'aller un peu plus profond. Donc après, quand j'étais revenu travailler, et j'avais fait un squeeze. Bon, après, c'était en fin de session et il faisait froid. Donc c'était pas aussi, j'avais pas pris la meilleure décision à ce moment-là. J'avais décidé de pousser un peu et c'était vraiment pas le truc à faire. On le rappelle, hein, quand vous avez froid, quand vous commencez à trembler, ne cherchez pas à faire un PB. En général, ça pue. Ouais. Ça pue vraiment, de l'expérience. Après, tu vois, faut savoir que c'est un truc qu'on voit des fois.
tu peux avoir une sensation de froid. Et ça, en fait, c'est juste un peu le stress. Ok. Ouais, nous, par exemple, là, j'avais un gars que j'entraînais. Je rappelle, on est à Dahab, c'est encore la fin de l'été. L'eau était à 28, 3 mm. Donc, c'est quand même dur d'avoir froid. Ouais, Surtout ouais. qu'on fait le deep dive. Là, c'était après le warm-up, donc après 2 plongées. Et à chaque fois, avant le deep dive, il me fait Ah, j'ai froid et tout. Et en fait, pour moi, c'était juste un signe qu'il n'était pas relâché, quoi, parce qu'après le deep dive, il a chaud, tout va bien. Ouais, ouais. Du coup, Une voilà. expression du stress. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est à ce moment-là, en fait, en revenir là-dessus, j'avais eu un squeeze et ça m'avait un peu miné parce que j'avais l'impression que j'avais vraiment dépassé ce stade et que j'avais plus de problèmes. Euh, Et mais, bim, la relation bim. toxique qui revient, quoi. L'ex qui t'appelle. Ouais, exactement. Je t'avais dit, Cynthia, ne me rappelle pas. C'est exactement ça, tu vois. Mais bon, après ça, en fait, enfin, petit à petit, justement, c'était au début que je travaillais à Touchdown et en fait, après, j'ai compris comment éviter ça, tout simplement. Mika, est-ce que tu as une citation préférée? Une citation préférée, j'aime bien en anglais. En anglais, c'est energy flows where the attention goes. Energy flows where the intention goes. Ouais, en fait, c'est où tu mets ton attention, et ben, tu vas avoir plus d'énergie. Donc ça s'applique vachement à tout dans la vie. Quand tu mets ton attention dans quelque chose, généralement, tu vas avoir de l'énergie pour cette chose-là. Donc ouais, en fait, le contrôle de l'attention, c'est vraiment important. Le contrôle de l'intention. Ouais. Dans les bonnes choses. Ouais, c'est ça, exactement. Si tu pouvais voyager dans le temps Mhm. et dans l'espace, Ouais. tu irais dans où, à quelle époque, dans quel pays, pour faire quoi? Dans le temps, dans l'espace. Que ça soit en lien avec l'apnée ou pas du tout, que ce soit quelque chose de personnel ou historique. Ou... Historique. J'aimerais bien voyager, tu vois, au tout début de l'apnée, tu vois. Genre, pour voir un peu genre, à quoi ça ressemblait, tu vois. Ça aurait été... J'avoue que ça serait cool. Genre, tu vas à l'époque où Enzo Mallorca, il faisait 50 mètres, et tu fais, attends les gars, je vais vous montrer comment on plonge. Bim, le gars du futur. Enzo, c'est quoi cette égalisation là? C'est n'importe quoi. Non, tu vois, ouais, ça pourrait être ça. Tu vois, après, j'aimerais bien, non, un truc, tu vois, peut-être retourner en arrière, tu vois, peut-être à des années, genre lycée ou quoi, tu vois, Ah ouais? et me faire un petit speech, tu vois, genre, tiens, concentre-toi là-dessus, tu vas voir. Et tu lui dirais quoi au Mika du lycée alors? Arrêtez de faire trop de conneries, tu vois. Ouais, non, si tu veux, au lycée, tu vois, c'était pas ma meilleure période, tu vois, Ouais. parce que justement, avant, j'étais assez sportif au lycée, enfin, ouais, la période collège-lycée, c'était pas non plus le top, tu vois, et c'est vraiment après où j'ai commencé à plus comprendre la valeur du travail, des trucs comme ça, où j'ai pu reprendre on va dire, ma vie en main et vraiment me mettre à kiffer, tu vois, faire des trucs qui me font kiffer, etc. Alors qu'au lycée, tu vois, j'étais plus en mode, tu suis un peu tes potes, des machins comme ça, tu vois. Perdre ton temps dans des conneries, quoi. Ouais, tu vois, vachement sur le téléphone, à jouer et tout, tu vois, sur l'ordi, etc. Donc c'est des trucs, en fait, je me dis, tu perds quand même vachement de temps, tu vois, et là, maintenant, avec la vie que j'ai, du coup, je suis très peu, justement, sur le tel, sur l'ordi, etc. Et en fait, ça me permet de faire énormément de trucs, tu vois. Après, justement, je trouve que, je sais pas si j'irai à cette époque, tu vois, mais dans le sens où c'est aussi bien d'être passé par là Ouais. pour comprendre la différence. Exactement, ouais. Comprendre la différence. Bon, et Mika, j'ai un cadeau pour toi. Ah. De 1000 milliards d'euros. Ouf. Tu fais quoi avec? 1000 milliards d'euros. Eh ben, c'est quoi? Je sais pas si... Je pense que j'en donnerais pas mal. Et puis après, moi, j'aurais pas besoin de 1000 milliards pour vivre. Non, en vrai, ce que je vois, je sais pas, je continuerai d'avoir ma vie, on va dire, plutôt simple, tu vois. Juste, je voyagerai, un peu d'apnée, par-ci, par-là. Ouais, vie simple. Parce que, tu vois, c'est aussi un truc, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que, tu vois, j'avais fait le switch donc, d'ingénieur, où t'as un métier où t'es vraiment plutôt bien payé. Ouais. Et ensuite, après... un métier qui est plus un métier passion en fait. Instructeur d'apnée. Ouais, exactement, tu vois. Nous ne sommes pas riches. S'il vous plaît, pensez à devenir tipeur pour le podcast. Exactement, les gars. Non, mais tu vois, c'est vraiment différent. Surtout que j'avais par exemple travaillé aux États-Unis où tu vois là-bas, c'est super important. Enfin, tu gagnes pas mal d'argent, tu payes et tout, etc. C'est vachement orienté sur des biens. Et tu vois, là maintenant, je me rends compte qu'au final, c'est une vie qui est totalement différente. C'est un métier passion.
tu vois, j'ai pas non plus énormément d'argent, mais je suis quand même vachement plus heureux, tu vois, je fais des trucs vraiment simples, des trucs qui me font kiffer, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on est là, hein, parce Ouais, qu'on est ouais, heureux, c'est quoi. ça. Ouais, c'est vrai que, ouais. Au final, je crois que des fois, je compare à mon frère qui gagne presque 100K par an, mais mon mode de vie il est tellement plus luxueux. Eh oui, c'est Et ça. ouais. Bah, tu Mais vois, bon. moi, c'est ça qui est marrant, tu vois, parce que, tu vois, je vois mes potes des écoles d'ingé qui sont, du coup, là, ça fait 7 ans qu'ils sont dans l'entreprise, tu vois, ils sont cadres et tout, ils achètent des apparts, des trucs comme Ouais. ça, tu vois. Moi, je suis ici, j'ai pas énormément de savings, etc. Ouais. Parce qu'il faut savoir que, on l'a pas trop mentionné, mais mes 8 premiers mois à Touchdown, donc j'étais pas payé, hein, c'était du volontariat. C'était du stage, Ouais, apprentissage. exactement. J'étais juste logé, donc ça c'était vraiment cool déjà. Et en plus, à Dahab, la vie est pas chère. Mm. Mais c'est vrai que tu vois, ça crée vraiment un décalage de ouf, tu vois. Et par exemple, moi je vois justement, bah, t'as ces potes qui deviennent vachement plus. Tu vois, en fait, tu te rends compte qu'ils dépensent des fois de l'argent dans des trucs qui moi, me rendraient vraiment pas heureux, tu vois. Et tu vois, là, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. J'ai moins d'argent. Mais franchement, la vie que ça te donne, elle est vraiment cool. Tu vois, c'est le kiff. Tous les matins, je me lève, je fais du yoga, je vais faire de l'apnée. Ouais. On a La dit sieste de- l'après-midi. La compense le On se soir. retrouve au Blue Hall, on mange avec Ali. Ouais, exactement. Pas trop, parce qu'après, t'as mal au ventre. Mais... C'est vrai que vous avez pas de chance, vous, à Touchdown en ce moment. Vous êtes un peu tout malade. ouais, on est malade. Nous, ça va, j'ai rien. Bah, c'est la saison, tu sais, il y a pas mal de gens qui reviennent d'Europe ou de Russie et il commence à faire froid. Ouais, alors les gens des sont fois, malades. sont malades et puis ils te le donnent. Et si je te donnais pas 1000 milliards, mais je te donne 50 balles, qu'est-ce que tu ferais avec? 50 balles, 50 balles, qu'est-ce que je ferais avec 50 balles? Je crois que 50 balles, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait me faire à Dahab, 50 balles? Je crois que je me prends un massage, voilà. Et oui, un bon massage. Ouais, 50 balles, c'est le prix d'un massage, d'un très très bon massage. C'est 40 €, t'en as Ouais. très bon. Ouais. Ouais, c'est ça, je me fais un massage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs de la Freediving Family qu'on n'a pas abordé? Un truc qu'on n'a pas abordé, bah, on a déjà abordé pas mal de... Qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien Ok, bonne question. et la montée de l'extrême droite en Europe? Ok, bah alors commençons la deuxième partie du podcast. Non, ben, un truc que je veux partager, que ce soit pour toi ou pour nous, n'ayez pas peur de venir en Égypte. Mais ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que des fois, tu vois, moi je le vois avec mes parents, tu vois, dans les infos et tout, tu vois un peu des trucs négatifs, c'est vrai on n'est pas loin hein, du conflit. On est à 400 km de Gaza à vol d'oiseau. Ouais, c'est ça. Et pourtant, on est dans une bulle. Ouais, exactement. Et en fait, il y a beaucoup de gens, de mes amis, qui me disent ah ouais, mais c'est safe et tout. Et en fait, bah, ici, on est. Attends, on est plus safe qu'à Lyon ou à ouais. Paris ou même à Rennes. Exactement. C'est un truc de ouf. Hein. Donc, si vous voulez avoir des vacances tranquilles, Ouais. voilà, n'hésitez pas à venir à venir à Dahab. C'est cool. C'est une petite bulle. Ça vous changera les idées, ça c'est clair. Ouais. Et venez plonger à Touchdown ou Ouais. avec moi en stage. Carrément. Carrément. Bah Mika, merci énormément. Bah, merci Et à toi, puis, c'était trop cool. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci, et puis bah, merci aux auditeurs. Allez, Voilà, à toutes, plongez bien. ciao ciao. Ciao. Bah, tip top, c'était hyper cool. Et ouais.